les matins sur le travail, le harcèlement, la souffrance, le burn-out, qui sait. On sait qu'à l'origine, le terme travailler vient du latin, faut-il le rappeler, tripaliare, et qui signifie torturer avec un instrument permettant l'immobilisation. La pénibilité physique du travail s'est heureusement atténuée. Depuis, nous sommes nombreux à travailler dans de confortables bureaux, enfin encore que, ça dépend pour qui, mais les chiffres tout de même sont préoccupants et qui montrent une autre forme de réalité, une autre forme de souffrance au travail. 41% des salariés se déclarent stressés au travail. 3 salariés sur 10 ont le sentiment d'avoir déjà été l'objet de harcèlement sur le lieu de travail. Et on se souvient en 2009 et 2010 de plusieurs suicides dans des entreprises françaises qui avaient alerté sur les souffrances psychologiques au travail. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment prévenir les situations de harcèlement au travail, comment s'en défendre, comment les reconnaître, comment y répondre. Et puis après tout, la crise a-t-elle modifié aujourd'hui et amplifié ces souffrances au travail? Nous recevons ce matin Bénédicte Litzler, bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Paris, et Marie-Édith Alouf, bonjour. Bonjour. Journaliste, et vous avez écrit avec Anne-Françoise Chaperon, psychologue, Harcèlement moral au travail, comprendre et se défendre, avec une préface de Patrick Légeron, et c'est édité chez Odile Jacob. Cette émission du jour tombe juste au lendemain, c'est un hasard. Nous l'avons évidemment regardé et lu attentivement du Parisien d'hier, aujourd'hui le Parisien, qui consacre un très bon dossier justement au stress au travail et au bras de fer, notamment sur les arrêts maladie. Tenez, un peu de coulisses peut-être pour commencer à vous harceler un petit peu, mesdames. Hier, à l'annonce du sujet, comme ça dans les couloirs, certains nous ont dit « Oh là là, encore un sujet sur la souffrance au travail. Est-ce que c'est pas un peu marketing cette histoire? Est-ce que c'est pas un peu à la mode? Tout le monde souffre de tout maintenant ?» Oui, vous soulignez une question intéressante. Parce que vous la soulignez un peu dans votre préface aussi, après tout. Oui, mais justement parce que je me faisais la réflexion ce matin en venant à votre émission, c'est que par exemple dans les pays du Nord ou dans les pays anglo-saxons, on parle de bien-être au travail. Ah oui. Mais c'est une réalité. On parle de bien-être au travail et comment on peut parvenir à ce bien-être. Et on vient dire finalement que lutter contre les risques psychosociaux ou les prévenir, c'est permettre en fait ce qu'on appelle le good business. C'est-à-dire d'arriver à avoir une entreprise qui fonctionne bien. Alors qu'effectivement, nous, en général, on évoque la problématique de la souffrance au travail. Finalement, on arrive à la même chose. C'est la recherche de prévenir ces risques psychosociaux et d'éviter le harcèlement, mais on ne le mentionne pas de la même manière, ce qui est assez intéressant. Et comment avez-vous procédé pour ensuite, et nous reviendrons sur des cas et savoir au fond, pourquoi cette souffrance au travail, cette nouvelle souffrance au travail existe aujourd'hui, mais comment avez-vous procédé sur la méthodologie? Là aussi, vous tenez à vous en expliquer, et notamment aussi dans la préface de Légeron. Alors, sur la méthodologie, en fait, ça a été un peu la rencontre de deux univers professionnels. C'est-à-dire que on s'est rencontrés, Anne-Françoise Chaperon, psychologue, et moi-même, et on s'est rendu compte qu'en réalité, que ce soit pour elle, ses patients, et pour moi, nos clients, on avait sur un même thème des questions qui revenaient. On a quand même un socle commun, puisque la définition légale du harcèlement moral, c'est en fait le concept psychologique qui a été converti par cette loi de 2002 en concept juridique, mais en revanche, ça reste quand même deux concepts très autonomes sur le plan psychologique et juridique, et c'est ce qui nous intéressait effectivement. Marie-Édith Alouf et Bénédicte Litzler, vous écrivez dans le propos introductif de votre livre que vos constats respectifs sur le sujet n'étaient pas forcément similaires. Que voulez-vous dire, Bénédicte Litzler? Pas forcément similaire, c'est-à-dire que en matière de psychologie, les patients recherchent aussi à comprendre la psychologie de la personne qu'ils ont en face d'eux, qui est l'auteur du harcèlement, comment effectivement dans le quotidien se protéger. Alors que lorsque vous vous retrouvez dans une instance judiciaire, en tout cas devant un conseil de prud'homme, peu importe la psychologie du harceleur, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vient à une jurisprudence qui nous dit, mais peu importe même que la personne qui peut être l'auteur du harcèlement ait eu une intention d'harceler. Il peut y avoir du harcèlement sans aucune intention. Qu'est-ce qui a changé en 2002? Et est-ce que c'est notamment aussi à la suite des travaux de Marie-France Irigoyen en 1998, qui avait écrit Le harcèlement moral et la violence perverse au quotidien, qui a fait qu'une loi s'est rajoutée à tout de même des dispositions qui existaient déjà au fond pour protéger les salariés de la question du harcèlement au travail? Il n'y avait pas de loi spécifique. En revanche, il y avait effectivement un certain nombre de textes sur lesquels on pouvait se fonder pour engager des actions. Il est vrai qu'il y a eu des recherches, notamment en Europe du Nord. Je pense au docteur Hans Lehmann en Suède. Et il y a eu, bien évidemment, le livre de Marie-France Irigoyen en 1998. Et
c'est Lionel Jospin, en fait, qui à l'époque, en 2001, il me semble, a saisi le Conseil économique et social. En avril 2001. Voilà, qui a saisi le Conseil économique et social d'une réflexion sur ce sujet. Il me semble, vous disiez que aujourd'hui, il y avait des nouveautés, comme s'il y avait effectivement plus de souffrance au travail, plus de harcèlement. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a plus aujourd'hui, justement. C'est-à-dire, alors à l'époque, effectivement... C'est qu'on peut le dire plus facilement, en revanche. Donc du coup, ça fait monter les chiffres. Effectivement, c'est-à-dire on peut le dire plus facilement, on en parle beaucoup plus, et c'est évident que cette loi en 2002 a fait qu'on a peut-être levé le voile aussi sur quelque chose, on en parle plus aisément. Donc, lorsqu'on se sent victime, on ose le dire. Mais il y a aussi une dimension qu'il ne faut tout de même pas oublier, c'est l'aspect économique des entreprises. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsque vous considériez, on va dire, comme victime d'un harcèlement ou d'une situation qui ne convenait pas, vous aviez la possibilité de quitter votre entreprise et de chercher du travail ailleurs parce que le marché du travail était beaucoup moins saturé. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas partir parce que vous craignez de ne pas retrouver. Donc, résultat, vous restez dans la situation éventuellement anxiogène dans laquelle vous êtes, en disant on va résister. Et puis, c'est là où, effectivement, il y a des situations qui se gangrènent. C'est pour ça que je dis simplement, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a plus de situations de harcèlement moral qu'auparavant. Marie-Édith Alouf. Alors, moi, je pense que c'est tout le problème des tabous. En fait, des situations cachées, des situations non dites. Longtemps, le phénomène de harcèlement moral au travail a été tabou. On n'en parlait pas. À partir du moment où le tabou est levé, où la parole se libère, il y a effectivement un effet positif. C'est que des situations inacceptables peuvent cesser, des victimes peuvent obtenir réparation, des dirigeants d'entreprise peuvent être interpellés sur leurs obligations, sur leur nécessité de maintenir une atmosphère de travail correct, etc. Et après, il peut arriver qu'on passe un peu de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire que la parole s'est tellement libérée qu'on a l'impression qu'on ne parle plus que de ça, que les situations se multiplient. C'est un effet d'optique, en quelque sorte. Hein. Après, vous avez remarqué que dans l'usage oui. courant, quand quelqu'un maintenant va au travail, si quelqu'un vous dit « je vais au travail », on lui dit « bon courage » au lieu de lui dire « bonne journée ». Bon, on exagère un peu peut-être parfois. Oui. C'est alors... Peut-être que parfois il y a un clin d'œil ironique derrière, mais effectivement, à force de parler de souffrance au travail, on s'est mis à accoler ces deux termes un petit peu comme s'il y avait un signe égal entre les deux. Travail égale souffrance. Après, il est vrai néanmoins que la pression du chômage, la pression de compétitivité, l'évolution quand même tout de même du monde du travail vers un système très porté sur les résultats, peut engendrer de plus en plus de situations de pression et de situations de souffrance. Alors, travaux pratiques tout de même, et là aussi pour prendre votre livre, justement, tel qu'il est, comme un guide, par moment 12. Il viendra dans un instant, on parlera peut-être du guide du brouillard. Enfin, je laisse planer justement le suspense. D'abord, tout de même, comment distingue-t-on, Bénédicte Litzler et Marie-Édith Alouf, comment distingue-t-on le harcèlement moral de ce qui peut être un simple stress professionnel ? Je crois que si on veut... je crois que si on veut résumer, on pourrait dire que le stress, il devient destructeur par excès. C'est-à-dire, c'est la conscience que l'on a de sa propre capacité à faire face à une situation, à une demande. Et effectivement, le milieu du travail peut être stressant. Le stress, d'ailleurs, n'est pas toujours négatif. On peut avoir un stress très positif. Mais il peut, à un moment donné, devenir destructeur par excès. En revanche, le harcèlement moral va être destructeur par nature. Et effectivement, il faut bien distinguer le harcèlement moral d'autres types de souffrances au travail. Ça peut être d'ailleurs une mésentente tout simplement entre collègues. Tout n'est pas du harcèlement moral et c'est pas parce qu'on a une sorte de mal-être, alors pour reprendre cette notion de souffrance, que l'on est dans le harcèlement. Marie-Édith Alouf. Oui, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur votre interlocuteur qui vous disait « Oh, mais maintenant, on ne parle plus que de ça, tout le monde souffre au travail, etc. » Il est vrai qu'il peut être tentant parfois de dégainer l'accusation de harcèlement moral un petit peu rapidement. Alors, il faut savoir qu'effectivement, un chef difficile n'est pas forcément un harceleur. La différence, c'est si ce chef difficile est difficile avec tout le monde ou s'il est difficile avec une personne en particulier. Et là, effectivement, nous avons une situation de harcèlement. S'il s'est choisi une victime,
victime, on peut considérer qu'effectivement, on est dans une situation de harcèlement. Après, effectivement, un chef exigeant, même un chef cyclotimique, n'est pas forcément un harceleur. C'est la réalité du travail. Alors, est-ce qu'on peut faire un portrait robot du harceleur? Alors, c'est assez... Marie-Édith Alouf. C'est assez difficile, mais néanmoins, donc Anne-Françoise Chaffron, qui est donc la troisième auteure et psychologue, nous brosse quand même un certain portrait robot. Elle pose la question: le harceleur est-il un malade mental? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais néanmoins, on peut tout de même avancer qu'il a une personnalité particulière avec ce qu'on appelle un trouble de la personnalité. Marie-France Irigoyen, par exemple, avait attiré l'attention sur la notion de pervers narcissique. Il est vrai que on retrouve chez les harceleurs ce profil de pervers narcissique. Ça peut être aussi une personnalité paranoïaque, une personnalité obsessionnelle. Voilà. Donc, après, ce n'est pas forcément parce qu'on a une personnalité paranoïaque ou obsessionnelle qu'on sera un harceleur. Après, il y a aussi un autre cas de figure, parce que vous avez aussi des personnes qui harcèlent dans un but. Par exemple, dans une entreprise où il faudrait que 30% de la masse salariale s'en aille, ça peut être commode, effectivement, de mettre en place un harcèlement pour pousser les gens dehors. Donc là, nous sommes plutôt dans un calcul. Ce qui avait été reproché à quelques techniques de management d'entreprises publiques bien connues. J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas, mais c'est ce qu'on lit dans votre livre. C'est surtout le secteur de la fonction publique, dites-vous, page 37, qui est un de ceux où les situations de harcèlement moral sont les plus fréquentes et les plus dénoncées, en particulier à l'éducation nationale, dans les hôpitaux et dans les collectivités territoriales. Oui. Bénédicte Litzler. Oui, c'est exact. On constate que dans la fonction publique, on a plus de plaintes ou plus de personnes effectivement qui se plaignent de ce harcèlement moral. Mais je crois qu'on trouve l'explication dans ce que je disais précédemment lorsqu'on parlait de la situation économique des entreprises. En réalité, dans la fonction publique, vous ne changez pas si facilement que dans le secteur privé. Je ne dis pas que c'est simple dans le secteur privé, mais on a des règles dans la fonction publique qui fait que vous mutez pas quelqu'un facilement. Il y a des règles qui sont plus délicates que dans le secteur privé, même si on a un code du travail qui peut être très astreignant et contraignant pour des employeurs. Toutefois, les règles sont plus difficiles et ce qui fait qu'il y a, je pense, des situations dans la fonction publique, comme je disais tout à l'heure, qui se gangrènent beaucoup plus facilement encore et qui font que la situation perdure et donc on a des plaintes de plus en plus importantes. Marie-Édith Alouf. Oui, alors sur la question de la fonction publique, les lieux, sur les lieux, effectivement, oui, en tout cas c'est une observation qui est très probablement liée effectivement aux difficultés de mobilité des personnes à l'intérieur de ces entreprises. Et peut-être aussi à cette espèce de chantage, entre guillemets, à la sécurité de l'emploi, qui fait que, on a un emploi assuré, on n'ose pas trop se plaindre, parce qu'on est quand même dans un monde où on nous dit « mais tu as un emploi, de quoi te plains-tu » Bénédicte Litzler, quelles sont les dispositions, les modalités qui permettent tout de même de très vite sortir de ce qui serait un cercle infernal du harcèlement au travail ? Est-ce que c'est le CHSCT, comme on dit? Est-ce que ce sont les syndicats? Est-ce que c'est le médecin? Par où ça passe? Alors, chaque situation va être différente, tout simplement pour une raison qui est que la taille de l'entreprise va aussi déterminer le recours du salarié. C'est-à-dire que vous évoquez le CHSCT, celui-ci va exister uniquement dans une entreprise qui aura minimum 50 salariés. Donc si vous êtes dans une petite entreprise avec 8 salariés, là, pas de représentant du personnel, encore moins de CHSCT, donc ce ne sera pas le recours. Donc cette personne va soit essayer de dialoguer en interne, une médiation. Soit va à un moment donné s'adresser à la médecine du travail, mais on voit qu'en général, c'est quand le cas devient vraiment très difficile. En général, la personne s'adresse d'abord à son médecin traitant, qui lui va lui prescrire des arrêts médicaux, et éventuellement, elle va se retourner ensuite vers la médecine du travail. Il est vrai que la médiation est une méthode qui est d'ailleurs prévue par la loi, et il est vrai qu'un salarié qui sollicite une médiation pour purger une difficulté, ça ne peut pas lui être refusé et ce serait une faute de la part de l'employeur que de le refuser. Maintenant, il faut, si vous voulez, toutes ces méthodes, elles ont aussi une limite. C'est-à-dire que c'est
parfait d'imaginer une médiation. Simplement, il ne faut pas non plus se retrouver dans une situation que j'appellerais de cosmétique, c'est-à-dire d'un salarié qui sollicite une médiation, l'employeur qui effectivement remplit très bien son rôle et qui organise cette médiation. Comme ça, on est bien dans les règles, mais pour autant, qu'est-ce que va donner cette médiation après? Est-ce qu'elle va effectivement pouvoir résoudre les difficultés? Je crois que oui, si chacun effectivement, j'allais dire, y met du sien ou a une réelle volonté que les choses s'arrangent. Si on n'a pas cette volonté-là, on arrivera à une situation où on aura parfaitement respecté les règles, mais on n'aura pas résolu le problème. Le médecin est-il compétent, ou disons, sa compétence est-elle reconnue pour dénoncer les questions de harcèlement ou de burn-out au travail? Dans Le Parisien, un portrait très intéressant de Dominique Huez, médecin du travail, qui s'est vu contesté par l'ordre des médecins de délivrer trop facilement des certificats d'arrêt de travail pour des raisons de harcèlement. Et il a pris, lui, il a pris colère, et au fond, il dit même dans Le Parisien que l'ordre des médecins a perdu tout repère sur les pathologies générées par le travail et son organisation. Ce qui est vrai, c'est qu'on reproche aux médecins traitants, et d'ailleurs ils n'ont pas le droit de le faire, de dire la personne que nous recevons, elle est en souffrance en raison du harcèlement qu'elle subit. Parce qu'ils ne peuvent être témoins que de ce que leur dit leur patient. Donc, ils peuvent constater une souffrance, une dépression, un mal-être, mais en revanche, ils ne peuvent pas, eux, faire le lien. Ils peuvent dire que la personne leur dit que la cause est leur lieu professionnel et ce qui s'y passe, mais ils ne peuvent pas, eux, dire que c'est véritablement le lien. Si la personne se retourne vers la médecine du travail, alors là, la situation sera différente, parce que le médecin du travail a aussi une capacité d'enquête et de... Enfin, en tout cas, un spectre de compétences plus large et différent, surtout du médecin traitant. 8h16, sans vouloir vous harceler, Brice, mais c'est l'heure de votre chronique. Cher Marc, c'est avec plaisir. La souffrance au travail est-elle devenue un marronnier de la presse de gauche ? L'équivalent de ce que sont le vrai coût de l'immigration, les menaces de l'islamisation ou la baisse du niveau scolaire pour la presse de droite. On peut avoir le sentiment qu'il s'agit d'une manière détournée de s'attaquer à l'entreprise privée, dans une époque où l'idéal de l'étatisation intégrale de la production n'est pourtant plus prôné par grand monde. Voire même une contestation par la bande de la condition salariale, alors que sa remise en cause est désormais le fait des ultralibéraux qui nous voudraient tous auto-entrepreneurs et non plus des marxistes. En effet, les sondages montrent que les Français aiment leur travail. C'est ce que déclaraient récemment 42,7% d'entre eux à l'occasion d'un sondage effectué par GfK pour Le Parisien en novembre dernier. Et les 8,8% qui déclarent le détester appartiennent comme par hasard aux catégories les plus mal payées. C'est peut-être le salaire qu'ils détestent plus que l'emploi. Nous sommes plus nombreux à aimer notre travail que les Allemands, qui ne sont que 35,4% dans ce cas, mais moins que les Britanniques, qui eux sont encore plus fans de leur job que nous, 46% de très contents. Quant aux Hollandais, ils bossent par plaisir, 57,6% de super contents. D'ailleurs, chez nous, il existe une petite minorité, 12%, qui apprécie tellement son travail, Marc, qu'il déclare être prêt à l'effectuer gratuitement. Malheureux, gardez-vous bien de prévenir votre patron. D'autres sondages montrent d'ailleurs que les Français aiment franchement leur boîte, comme ils disent. 73% l'ont déclaré à Opinionway en octobre dernier, en hausse de 6 points d'une année sur l'autre. D'ailleurs, les patrons de PME sont très populaires en ce moment, 75% d'opinion favorable d'après Harris Interactive pour Marianne en janvier, devançant les juges de loin, 58%, même les enseignants, 71%, et surtout, Marc, les journalistes. Comme vous savez, nous ne sommes que 37% à trouver grâce aux yeux de l'opinion. Alors, tout va pour le mieux ? Eh bien, pas vraiment, car il y a d'autres souffrances liées au travail dont on ne parle pas ou presque pas, alors qu'elles provoquent un stress intense. Primo, la peur de perdre son emploi tenaille tous les Français et en particulier les cadres. Selon un sondage mondial effectué par Regus, 47% des cadres français font des insomnies à l'idée de pointer au chômage et 63% d'entre eux disent redouter de perdre leur emploi cette année. Et ils n'ont pas tort. Dans un marché du travail déprimé, les cadres observent que leur niveau d'emploi, qui avait peu souffert de la crise, a subi une brusque détérioration depuis la fin 2013. J'en viens à mon secundo. Comme le dit le sociologue Julien Damon, la principale souffrance des travailleurs vient de la médiocrité des transports en commun.
Congestionné, inconfortable, souffrant d'une vétusté qui rend le respect des horaires problématique, il cause énormément de stress, mais il est malvenu d'en parler, car ça serait mettre en cause nos sacro-saints services publics à la française et pointer du doigt le fait que subissant un niveau de prélèvement obligatoire extravagant, le salarié contribuable n'en a pas pour son argent. Pourtant, combien de franciliens sont devenus incapables de garantir leur participation à une réunion de travail essentielle pour cause de trains, RER ou métro au fonctionnement erratique. Le retard pris à leur modernisation est tel qu'il nécessiterait des investissements qui sont devenus trop lourds pour des pouvoirs publics surendettés. D'où l'idée de Julien Damon qui prône la démobilité par le développement du télétravail qui concerne déjà plus de 10% des travailleurs de ce pays, en particulier les indépendants, ou encore la création d'espaces de coworking disséminés dans nos banlieues à proximité de nos domiciles. Damon encourage aussi la piste de la désynchronisation afin d'éviter les engorgements constatés aux heures de pointe. Quel besoin avons-nous en effet de commencer et de finir notre journée de travail tous aux mêmes heures? Il suffirait d'étaler les heures d'arrivée et de départ afin que les travailleurs du matin et ceux qui préfèrent se lever tard ne soient pas contraints par notre manie de l'uniformité à s'entasser aux mêmes heures dans les mêmes wagons de train ou de métro. Parlez de vous là. C'est un peu vécu, oui, c'est du vécu. Tout ça est du vécu, vous savez. Tertio, il existe, c'est vrai, des cas de harcèlement moral. Ils sont bien souvent une manière peu élégante pour les directions de pousser à la démission un employé ou une employée dont elles veulent le départ. Si tu n'es pas content, tu n'es qu'à démissionner. L'utilisation massive, de plus en plus massive, du nouveau système de rupture conventionnelle pourrait dans de tels cas y remédier, mais est-elle assez connue? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réaction, désaccord, débat, addendum particulier, Bénédicte Litzler, Marie-Edith Alouf, à la chronique de Brice Couturier. Oui, je ne suis pas sûre que seuls les transports en commun soient la cause de toutes les difficultés. Vous vivez où? Vous habitez où? Voilà, ça y est, vous voyez, je vous lisais qu'elle vous habitez où? Vous voyez, mais je prends régulièrement le RER. Oui, mais vous habitez dans Paris, n'est-ce pas? Non, oui, mais je vais le prendre dans quelques instants. Non, je ne crois pas parce que exerçant dans Paris, on est amené à exercer aussi. Aux heures de pointe, ça existe. On est aussi amené à exercer en dehors de Paris. Et donc, ce que vous relatez, par exemple, prenons le RER, qui nous amène à sortir de Paris, notamment pour aller à des audiences, aux heures de pointe. Nous le vivons, peut-être pas tous les jours, mais extrêmement fréquemment. Donc ce que vous décrivez, on le connaît parfaitement, contrairement à ce que vous laissez penser. Marie-Edith Alouf. Oui, par ailleurs, j'ai envie de dire... Heureusement finalement que dans l'ensemble, les Français aiment leur travail. Le fait qu'on parle aujourd'hui d'une déviance ne signifie pas qu'effectivement cette déviance frappe tout le monde. Néanmoins, cette violence qu'est le harcèlement moral au travail n'en est pas moins intense et condamnable. Donc ce que vous décrivez en fait, effectivement, c'est la norme. La norme voudrait qu'on soit heureux au travail. Ça rejoint la question du bien-être que tu évoquais tout à l'heure. Et l'attachement aux boîtes, etc. Oui, c'est quelque chose que l'on constate tous autour de nous. Voilà. Néanmoins, le harcèlement moral au travail est une véritable réalité qui nuit d'ailleurs à la productivité des entreprises. Alors, je voudrais vous faire écouter le témoignage, et c'est un sujet connexe, qui est très proche du vôtre, qui nous a évidemment attirés pour cette émission, la publication d'un livre qui parle aujourd'hui des violences sexuelles dans l'armée. Écoutez, au micro de Tanguy Bloom, Julia Pascal qui explique au micro donc, de Tanguy Bloom pourquoi ces violences sexuelles sont difficiles à dénoncer et décrit le laxisme de l'armée face à ces comportements. On analyse une 50aine d'affaires de violences sexuelles. Ça va du harcèlement sexuel au viol en passant par l'agression. Et puis, à travers les témoignages qu'on a pu recueillir de femmes militaires ou anciennement militaires, on se rend compte qu'il y a une expérience commune de violence qui peut être très insidieuse, mais très quotidienne aussi, à travers des attitudes collectives de rejet qui se manifestent par des blagues graveleuses, des sollicitations sexuelles permanentes, des humiliations à travers, par exemple, des montages pornographiques, des rumeurs qui circulent dans une unité sur une femme et ses prétendues aventures sexuelles. Il y a une sociologue américaine qui a appelé ça le harcèlement de genre. C'est-à-dire, elle notait que c'était beaucoup plus insidieux que le harcèlement sexuel tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et ça prend la forme donc de blagues graveleuses, de
de propositions, d'une ambiance très sexualisée au quotidien à travers des remarques humiliantes. Et puis, on le voit beaucoup, ces montages pornographiques qui circulent dans une unité. C'est des choses qu'on a retrouvées à plusieurs endroits, oui, effectivement. Julia Pascal, donc auteur de La Guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française, au micro de Tanguy Bloom. C'est édité aux Arènes. Deuxième interview. À dénoncer ces comportements parce que les femmes dans l'armée sont en minorité. Elles savent qu'elles sont pas forcément les bienvenues au sein de l'institution parce que c'est une institution éminemment masculine. Donc du coup, elles ont plutôt intérêt à pas se faire remarquer. Elles vont vouloir se fondre dans le groupe. Et nous, on a des témoignages de femmes qui disent, par rapport aux blagues graveleuses, je sais jamais comment réagir. C'est de la blague, mais quand c'est quotidien, c'est très pesant et c'est difficile. Alors on fait comme si on n'était pas atteint par ces attitudes, ces comportements, mais ça ne les stoppe pas pour autant. Donc elles ont beaucoup de mal à se positionner par rapport à ça. Et nous, ce qu'on a relevé aussi, c'est que quand ces femmes osent dénoncer ces attitudes, ça va se retourner contre elles en fait. C'est-à-dire qu'elles subissent une première violence qui est la violence sexuelle ou sexiste. Et puis la deuxième violence, c'est quand elles dénoncent, on va leur reprocher de jeter l'opprobre sur leur unité, de salir la réputation d'un régiment. Donc ça va être une deuxième violence pour elles. Les auteurs de violences, même lorsqu'ils font l'objet de condamnations au pénal, bien souvent restent dans l'institution. On a par exemple le cas d'un militaire de la garde républicaine qui a été condamné pour agression et harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs femmes. Il est toujours en place dans l'institution. On peut considérer que ça encourage plutôt un sentiment d'impunité en vérité. Voilà, Julia Pascal au micro de Tanguy Bloom, auteur avec Leila Milano de la Guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française, aux éditions coéditées par Les Arènes et Cosette. Un commentaire sur cette question et peut-être des femmes, la question des femmes et du harcèlement, oui. Marie-Édith Alouf. Alors, effectivement, on constate que il y a plus de cas de femmes harcelées que d'hommes. Non pas parce qu'elles seraient des cibles évidentes, plutôt pour des raisons d'organisation de la société. Le harcèlement majoritaire, c'est quand même le harcèlement qu'on appelle descendant, c'est-à-dire d'un supérieur vers un subalterne. Or, la société est ainsi faite que les postes de responsabilité sont plutôt occupés par des hommes. Donc, cela dit, nous avons plusieurs témoins dans ce livre. Nous avons des cas d'hommes harcelés par des hommes, d'hommes harcelés par des femmes, de femmes harcelées par des femmes. Il y a tous les cas de figure. Mais effectivement, comme souvent s'y ajoute quand même une notion de rapport de pouvoir, il est vrai que ce sont plutôt les hommes qui occupent les postes de pouvoir. Et donc les femmes qui sont plutôt... Et plutôt les femmes harcelées. Alors après, on dresse une petite typologie de la personne harcelée. Bien évidemment, ça, c'est loin d'être une règle générale, mais on constate que souvent les personnes harcelées sont des femmes entre 45 et 50 ans, présentant le profil suivant, c'est-à-dire très, très dynamique, très investis dans leur travail avec une très forte conscience professionnelle. Et on pourrait penser que ce sont des personnes, fragiles, etc. Il n'en est rien. Ça tombe très souvent sur des personnes, au contraire, avec du caractère, voilà. Alors, c'est le temps de la discussion et du débat. Caroline Eliachev. Oui, il y a une chose... d'abord, je crois qu'il faut dire que votre livre est très, très pédagogique. Il n'essaie pas trop de charger la barque. Le pervers narcissique, vous le laissez de côté. Voilà, donc je crois que c'est important de le dire parce que ce genre de livre n'a pas forcément très bonne presse, quoi. On dit encore, machin, etc. Alors que j'ai trouvé vraiment extrêmement pédagogique. Oui, presque un guide pratique. Oui. Alors, il y a une chose qui m'a frappée et qui ne m'avait pas frappé auparavant. À un moment, vous faites un diagnostic différentiel entre le stress et le harcèlement. Dans les éléments qui sont donnés sur le harcèlement, j'ai reconnu toutes les caractéristiques de ce qu'on appelait fin 19e, début 20e, la pédagogie noire. C'est-à-dire la façon dont les enfants étaient élevés, étaient éduqués à cette époque. Alors, ça me paraît intéressant parce qu'on a changé, les modes éducatifs ont incroyablement changé, et je me suis demandé si le harceleur, alors nous, psy, on voit pas beaucoup le harceleur, on voit beaucoup les harcelés, mais on voit pas beaucoup le harceleur qui, lui, ne se plaint pas et donc ne va pas consulter.
Devrait pourtant. Oui, c'est il pourtant, devrait, oui. a priori, Mais, il devrait y aller, oui. La psychologue elle dit finalement, le harceleur, il a une structure, comme tout le monde. Tout le monde a une structure, tous autour de cette table, on a une structure. Cette structure n'implique pas que l'on devienne harceleur. En revanche, et elle s'est pas penchée là-dessus, mais je pense que ça serait un point intéressant, j'aimerais savoir comment ils ont été élevés. C'est-à-dire, quelle a été leur éducation. Et là, je pense que on aurait des éléments intéressants, parce que vous dites ça peut être des hommes, des femmes, etc. Et moi, la question que je me pose maintenant, parce que je me l'étais jamais posée avant de lire votre livre, c'est quelle a été l'éducation de celui ou de celle qui devient harceleur. Alors, Marie-Édith Alouf, Bénédicte Litzler. Marie-Édith Alouf. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Après, c'est vrai que nous, on s'est plutôt placé du point de vue de la personne harcelée, plus ou moins. Et effectivement, il est très probable que les personnes harcelantes ont une faille personnelle liée à leur éducation. C'est plus qu'une faille. Oui, c'est plus qu'une faille. C'est une faille. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils font subir. Écoutez, moi, je connais bien la question de la maltraitance entre parents et enfants. Il s'agit d'une forme de maltraitance. Vous n'employez pas ce mot, mais enfin, il est tout à fait clair. Et ces personnes ont probablement, c'est l'hypothèse que je fais, été extrêmement maltraitées et trouvent la personne à qui elles vont faire subir cette maltraitance. Alors, tout à fait. Marie-Édith Alouf. Ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on explique que souvent, la personne harcelante va chercher à s'approprier les qualités de la personne harcelée, comme si elle lui faisait défaut. Elle va lui aspirer son dynamisme, le fait qu'elle est populaire, qu'elle est aimée, qu'elle est appréciée de l'équipe, toutes ces choses qu'il a le sentiment de ne pas avoir, il va chercher à lui dérober en quelque sorte. Donc ça va effectivement à l'appui de ce que vous dites. Ça signifie peut-être un enfant qui n'a pas été assez valorisé, encouragé. Qui a été carrément détruit, disons. Qui a été carrément détruit, absolument. Allons-y. Oui. Bénédicte Litzler. Je voulais simplement dire que ce que vous évoquez est très vrai, mais sur un plan psychologique, alors que sur un plan juridique, effectivement, on ne va pas du tout s'attacher et s'attarder à ces notions-là, sauf éventuellement dans une affaire qui serait devant une juridiction correctionnelle, devant une juridiction pénale, où effectivement, peut-être qu'on ira plus sur ce terrain, en tout cas, on va plus s'intéresser aux questions éventuellement psychologiques, de contexte, on va dire plutôt de personnalité. D'un auteur de fait. Mais devant une juridiction prud'homale, toutes ces questions ne rentrent pas du tout en ligne de compte, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la notion même de l'intention n'est pas recherchée. Brice Couturier. Il y a l'aspect psychologique et puis il y a l'aspect socio-économique. Nous ne nous cachons pas que dans la plupart des cas, ce que j'ai vu de mes vues dans le privé en particulier que j'ai fréquenté, les cas de harcèlement moral que j'ai vus, en tous les cas, étaient toujours des cas où un patron, une direction, une DRH voulait se débarrasser d'un employé qui ne lui plaisait pas. Or, à l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen que le licenciement qui provoquait donc des recours au prud'homme ou pousser la personne, effectivement, par des moyens odieux, à démissionner d'elle-même. Et c'était la plupart des cas que j'ai vus de harcèlement moral étaient manifestement inspirés par ce désir. Or, il me semble qu'il y a une révolution qui est en cours en ce moment avec le système de rupture conventionnelle qui est tout à fait nouveau. Il a concerné 320 000 personnes en 2013, ce qui est énorme, et il procure un fort degré de satisfaction selon une enquête qui a été menée par la CFDT l'année dernière. Il montre que c'est une étude qui a porté sur 3 000 cas de salariés ayant signé une rupture conventionnelle dans l'année, il démontre, dit la CFDT, un fort taux de satisfaction des salariés devant cette modalité. Pourquoi ? Parce qu'ils simplement ils peuvent conserver leurs indemnités chômage, alors que quand ils démissionnaient autrefois et quand on les poussait à la démission par ces moyens odieux, encore une fois, ils ne bénéficiaient pas de ces indemnités chômage. Est-ce qu'il n'y a pas là une façon d'échapper à ce triste procédé ? Alors, l'avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit social que vous êtes, Bénédicte Litzler, a sans doute la réponse. Alors, sur l'approche que vous en faites, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où
En fait, ce que l'on appelle la rupture conventionnelle, c'est une sorte de divorce à l'amiable, où finalement, les deux sont d'accord pour se séparer d'une manière non conflictuelle et non contentieuse. Et on a une procédure qui va durer environ, à minimum 6 semaines, on va dire entre 6 et 8 semaines, qui peut être plus longue, mais on va dire que c'est le minimum, et qui permettent à un employeur et à son salarié de se mettre d'accord sur des conditions de sortie. Et avec une homologation derrière de l'inspection du travail. Et qui peut refuser. Hein. Et qui peut refuser, bien sûr. Quand elle voit que c'est pas volontaire des deux côtés. Quoi. Mais c'est très rare. Que le patron a fait pression. Oui, mais alors justement, c'est très très rare que l'inspection du travail refuse une homologation. Honnêtement, moi je ne l'ai jamais vu. Ou alors vraiment pour des questions d'ordre de 6% en 2013, oui c'est ça. Le refus d'homologation. Alors, la question du refus de l'homologation, sur les 6%, je ne sais pas si vous en avez les raisons. Parce qu'effectivement, quand l'inspection du travail voit un dossier arriver, ça peut être pour des raisons purement procédurales, de date, de délai. Ça ne veut pas dire que la cause du refus, ce soit un problème de pression. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un salarié qui n'est pas un salarié protégé, donc pas représentant du personnel par exemple, en fait, vous avez une convention qui est signée entre le salarié et l'employeur, qui est adressée, après un délai de rétractation possible de 15 jours, ce dossier, il est adressé, cette convention, elle est adressée à l'inspection du travail qui elle-même a un délai de 15 jours pour refuser ou homologuer, son silence vaut homologation. Donc en réalité, l'inspection du travail, elle a un dossier papier entre les mains, lorsque c'est un salarié non protégé, je dis bien. Donc, en réalité, je ne suis pas sûre que l'on trouve dans les refus de l'inspection du travail beaucoup de refus d'homologation pour une cause de pression. Alors, maintenant, pour revenir exactement à ce que vous disiez, votre approche, à mon avis, est très juste, c'est-à-dire que ça permettrait, ce type de rupture permet de sortir d'un conflit beaucoup plus facilement. Mais là, on est obligé de tirer le signal d'alarme pour les employeurs. Pourquoi ? Parce que employeurs et salariés conservent un droit de contester cette rupture conventionnelle pendant 1 an, une fois qu'elle a été homologuée, devant le Conseil de prud'homme. Vous avez des cas de contestation. Or, que se passe-t-il ? Il y a eu le cas de la rupture conventionnelle avec, en amont, un harcèlement moral allégué. On a le cas, et la Cour de cassation s'est prononcée dessus il y a à peu près 1 an, et puis je crois qu'il y a eu d'autres cas depuis, où la Cour de cassation, finalement, a sanctionné et a invalidé cette rupture conventionnelle. Pourquoi ? Parce que on dit que les personnes, et évidemment les salariés, doivent pouvoir accepter cette rupture conventionnelle en ayant un consentement libre. Et l'on considère que s'il y a des pressions psychologiques, et notamment s'il y a une situation de harcèlement moral en amont, eh bien, la personne n'a pas pu librement consentir à cette rupture. Et donc, à ce moment-là, la Cour de cassation casse. Ce qui fait qu'on arrive à des situations un peu délicates, parce que moi, je vous suis sur votre approche en disant, mais c'est quand même un moyen de sortir d'une difficulté, ce qui en soi est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'un salarié doit finalement lâcher prise et accepter une rupture conventionnelle si vraiment il a été salarié ? Est-ce que c'est normal, finalement ? Parce que vous dites, oui, c'est pas une démission parce qu'il conserve ses droits, d'accord, c'est la société derrière qui supporte cette situation, ce qui n'est peut-être pas non plus normal s'il y a un véritable harcèlement en amont. Et puis, l'employeur, lui, prend un risque de contestation. Ensuite, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une allégation de harcèlement moral ou de pression. On ne peut plus conseiller ce type de rupture. Caroline Eliachef ? Oui, enfin, il faut quand même trouver une sortie, parce que le harcelé ou la harcelée, au finish, quand même, ce qu'on conseille, c'est la fuite. Oui. Vous parlez, la médiation, elle est rarement possible, comme vous dites. La médiation, il faut que les deux veuillent bien. C'est comme dans les divorces. Et donc, je pense qu'elle est rarement efficace. Et au finish, la seule vraie solution, quand elle est possible, c'est de partir. Effectivement, la rupture conventionnelle est, je dirais, la moins mauvaise des solutions, avec toutes les réserves. Quand on en connaît les risques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, après, on peut faire le choix aussi en connaissant les risques. Mais... Est-ce que, on connaît les travaux aussi de Christophe Dejour, bien sûr, sur ces questions-là, mais est-ce que vous confirmez, vous, qu'il y a une intensification des souffrances psychologiques au travail depuis le début de la crise ? Alors, Marie-Edith Alouf. Effectivement, la crise a contribué à crisper les relations. Il y avait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on veut se débarrasser d'une partie du personnel. Le harcèlement devient une technique. Vous disiez que vous l'aviez beaucoup observé dans le privé. On a pu aussi l'observer dans des entreprises
publics ou semi-publics tels que la Poste, etc. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, effectivement, la crise peut être un facteur de harcèlement. Et puisque nous approchons de l'heure de Xavier Delaporte et ce qui nous arrive sur la toile, est-ce qu'il y a une contribution au harcèlement due aux nouvelles technologies et aux moyens de communication? Vous savez que le BlackBerry est un cadeau de bienvenue courant dans les entreprises, et on a vu qu'en Allemagne, le syndicat IG Metall a appelé en novembre dernier le gouvernement de coalition à introduire dans le Code du travail la garantie que les salariés n'aient pas à être joignables par leur entreprise 24 heures sur 24 par email ou SMS. 1000 employés de Volkswagen en bénéficient déjà, de même que les employés du ministère allemand du Travail. C'est un dossier de challenge du mois de novembre 2013. Alors, Internet complice. Tout à fait. Le BlackBerry peut être un cadeau très empoisonné. C'est un fil à la patte. Et effectivement, vous devenez joignable 24 heures sur 24. Et ça peut être tout à fait un outil de harcèlement, oui. Et d'espionnage. Bénédicte Litzer? Oui, bien évidemment. Lorsque vous recevez des SMS à 23h, des mails... L'injonction de répondre. Oui, évidemment. Ça peut être un des éléments ça peut être un des faits répétés de harcèlement moral, bien sûr. La France est un des pays les plus en retard sur cette gestion de la souffrance au travail. Patrick Légeron, qui préface votre livre, dit: dans les enquêtes internationales, nos entreprises sont parmi les plus mal notées pour la qualité des relations avec la hiérarchie ou la reconnaissance au travail. Oui, mais peut-être que justement, si on revenait à ce que l'on disait au début de l'émission, si on appréhendait ces questions-là déjà par cette notion de bien-être au travail, au lieu de systématiquement de parler de souffrance au travail, peut-être que déjà ça changerait un petit peu les mentalités et la situation. 112 pathologies, nous dit le Parisien d'hier. 112 pathologies sont reconnues en tant que maladies professionnelles par le Code de la Sécurité sociale. Les cancers bronchopulmonaires, les affections chroniques. Comment fera-t-on reconnaître la question du harcèlement et de la souffrance au travail parmi ces pathologies? Ça sera la 113e? Alors, je ne sais pas, mais il est vrai que l'on dit que parfois on déconseille effectivement une déclaration de maladie professionnelle pour les questions de harcèlement moral, pour la question que vous évoquez, parce que les pathologies ne sont pas forcément reconnues par le Code de la Sécurité sociale, et on préconise plutôt dans ce cas-là, une déclaration pour accident du travail. Brice Couturier. De toute façon, n'oublions pas l'origine étymologique du mot travail, qui veut dire torture. Oui, donc de toute façon, on n'en sortira pas. Caroline Eliachev. Oui, cette question de les personnes que l'on doit mettre au courant. Vous faites un tableau sur... et j'ai été frappée de voir que les syndicats arrivent assez loin. Et je me suis demandé, ayant travaillé avec Daniel Soulez-Larivière sur la question des victimes d'une façon générale, je me suis demandé si... pourquoi les syndicats jouent si peu de rôle dans, finalement, la prise en compte de ces personnes... de ces personnes. Voilà. J'ai vu un sourcil inquiet, celui de Bénédicte Litzler, se lever à cette question. Pourquoi les syndicats ont l'air de ne pas réagir beaucoup à ces questions? Je ne sais pas s'ils ne réagissent pas beaucoup, s'ils sont peu sollicités par les salariés, s'ils sont perçus comme finalement étant plus dans... comment dire ça va être générateur peut-être plus d'un conflit au lieu d'aller vers une médiation et un dialogue. Et c'est vrai que l'on a quand même tendance à voir le syndicat, en tout cas en France, comme on a du mal à le voir comme un partenaire de dialogue. Et donc je crois aussi que c'est la raison pour laquelle, dans ces questions-là, on s'adresse peu aux syndicats. Bon, allez, la dernière ligne droite de l'émission, il nous reste 3 minutes. On donne ce petit guide du brouillard. Oui. J'appelle ça le guide du brouillard, c'est pas du tout comme ça que vous l'appelez, vous. Mais enfin, vous parlez de brouillard, vous parlez les 6 grands principes de la contre-manipulation, mesdames, messieurs. C'est de la page 129 pendant c'est sur 10 pages. Hein. C'est vraiment comme un petit guide. Hein. Comment se protéger psychologiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on a pensé ce livre en partie comme un guide d'autodéfense. Le b.a.-ba de la contre-manipulation. Voilà. Alors déjà, si vous avez pris conscience que vous êtes manipulé, c'est déjà un bon point
points, parce que parfois on n'en prend pas conscience. Pas tout de suite, oui. On n'en prend pas conscience tout de suite. Oui, on peut avoir. Donc déjà, premier point, ne montrez pas au harceleur que son comportement vous touche. Oui. Pas d'affectif, rien. Mais comment on fait? Eh bien... On prend de l'exomil, on boit un verre de vodka, c'est quoi le truc? Non, surtout pas. On essaye de garder une expression neutre. Oui, on fait l'idiot, quoi. On abandonne toute idée d'être reconnu enfin dans ses qualités. Oui. On en fait son deuil. D'accord, ça Donc, je note. Ensuite, on ne communique que sur un mode rationnel et concis. Des faits, rien que des faits. Pas d'affectif, on ne parle pas des autres. c'est facile à dire, ça. On ne parle pas de soi. Regardez comment me parle Xavier Delaporte. Non, justement, c'est notre vie que décrit Madame, notre vie à la matinale. C'est facile, mais c'est facile. Et puisque vous parliez du brouillard, on fait des phrases floues pour ne pas avoir à se justifier. Alors. Et ça, c'est assez formidable. Par exemple, votre harceleur arrive avec une intention un peu malveillante et vous dit « ça n'a pas l'air d'aller, toi, aujourd'hui ». Vous répondez « tout va bien ». Tu t'en sors depuis qu'un tel t'a rejoint dans le service? Impeccable. On m'a dit qu'il avait des problèmes personnels. Cela ne me regarde pas. Et ainsi de suite. Que des choses. C'est Bartleby, quoi. Je préférerais ne pas le faire. Je préférerais ne pas. Je préférerais ne pas, oui. Donc, uniquement des choses qui coupent court à la tentative de manipulation. Montrer que ça ne va pas marcher. Mettre une sorte de panneau sens interdit, en quelque sorte. Très important, ne jamais se montrer ni agressif ni passif. On n'attaque pas, mais on n'est pas non plus soumis. Et bon, je reconnais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais là aussi, vous trouverez dans ce livre quelques exemples, quelques méthodes. Vous allez très loin. C'est vraiment le petit guide. Hein. Oui. Pour contrer les remarques désagréables. Genre, tu n'aurais pas pris du poids ces derniers temps. Il faut répondre, mesdames, messieurs, je ne crois pas. Et l'autre qui rajoute, ah mais si je t'en parle, c'est pour ton bien. Il ne faut pas se laisser aller. Et là, il faut répondre, j'y veille. Voilà. Non, mais écoutez, voilà, c'est excellent livre à se procurer. Avec effectivement la pointe d'ironie. Anne-Françoise Chaperon, Bénédicte Litzler, Marie-Édith Alouf, Harcèlement moral au travail, comprendre et se défendre, préfacé par Patrick Légeron, c'est chez Odile Jacob.